Je réponds au nom de Bakungu Mitondeke. Comme vous le constatez, je suis né avant l'indépendance de notre pays. C'est que nous devons avoir au moins une connaissance de ce pays. Et je suis un notable du Nord Kivu, un ancien parlementaire, ancien vice-gouverneur. J'ai été en 87 élu, l'unique élu du territoire de Massissé. Donc, mon intervention concerne la conférence de Bruxelles sur la question de Tutsi en République démocratique du Congo. Cette conférence est passée à Bruxelles et nous avons été un peu surpris de constater que la Belgique, elle qui détient presque la vérité sur la question de Rwandais en République démocratique du Congo, n'a pas essayé de chercher à donner la vérité sur cette question-là. Et j'ai visionné un peu la vidéo et j'ai constaté que vraiment il nous faut une explication pour que demain, après-demain, nos descendants, nos enfants, n'héritent pas le mensonge. Donc, il y a eu 3 intervenants. Le premier, c'est Rossamanzi, que j'ai vraiment apprécié sa manière de faire. Le second, c'était un monsieur, ça doit être aussi un Congolais, et ce monsieur a essayé d'expliquer comment il y a eu massacre au Congo, et le massacre là ne concernait que les Tutsis. Donc les Tutsis ont été massacrés. On s'est dit, ce massacre, qui avait commis ce massacre, notre monsieur n'a pas désigné les coupables, mais il a tout simplement dit que c'était les Tutsis qui étaient massacrés. Et enfin, il y a une troisième personne, celle-là que je considérais qu'elle était vraiment sincère. Elle était vraiment prête à savoir et à connaître la vérité, parce qu'il s'est trouvé devant plusieurs récits. Et c'est comme ça qu'elle va se poser même la question de savoir qu'est-ce que c'est vraiment la vérité. La vérité, c'est quoi pour elle? Elle se dit, est-ce la réalité? Est-ce que ce sont les faits? Est-ce que ce sont les fables? Donc quelqu'un peut inventer ce qu'il veut. Est-ce le mensonge même qui devient aujourd'hui vérité? Alors, lorsque j'ai entendu son questionnement, alors je me suis posé la question, est-ce qu'il existe vraiment une vérité dans ce monde? Parce que ça dépend de la manière dont on veut considérer la vérité. Mais je suis sûr, et certain d'ailleurs, que la vérité existe bel et bien. Et pour que maintenant, nous sortions de ce débat un peu confus, moi j'ai opté pour une méthodologie. Et je me suis dit, pour répondre à toutes ces questions, je vais d'abord présenter la documentation que j'ai. Une fois que je présente la documentation, que tout le monde peut même aller chercher et trouver, nous allons peut-être éviter d'entendre les fables, d'entendre les contes de feu, d'entendre des choses qu'il faut même dormir debout. Alors, j'ai dit que ma façon de faire sera autre. Il y a un intervenant qui a parlé de Kanyarwanda. Un intervenant qui a parlé de Kanyarwanda pour dire que le Kanyarwanda, on a massacré les Tutsis. Mais quand même, cette culture de mensonge n'est pas bonne. Moi, j'ai ici, c'est le rapport de l'enquête générale sur les Banyarwanda, établi dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu. Rapport de la mission taïwanaise en 1966. J'ai ce rapport ici. Et maintenant, dans ces rapports,
il est bien expliqué parce que cette commission est allée partout. Et je voudrais tout simplement donner seulement la conclusion de ce rapport. Parce qu'ici, il y a même des statistiques et des recensements de la population Banyarwanda au Congo. On les identifiait Banyarwanda au Congo. Ils n'ont jamais été ni Hutu ni Tutsi. Donc le tableau en question, c'était pour le recensement des Banyarwanda. Ok. Donc ce document ici, si nous arrivons vers la fin, donc la conclusion, voilà ce que le rapport dit. Il dit, conclusion de l'enquête sur les Banyarwanda. Il ne rentre pas nullement dans les intentions de la mission de proposer des solutions aux problèmes des Banyarwanda. Mais il est à son devoir, en fait, que l'enquête dont elle était chargée soit complète, de présenter aux autorités du pays les problèmes sur tous les aspects. Le problème est d'ailleurs très complexe, à l'époque déjà 66. Il y a d'abord les faits. C'est qu'en 1964-1965, des troubles ont éclaté entre Rwandais et Congolais à Massis. Rwandais et Congolais à Massis. Quand on parle de guerre interethnique, ça ce sont des faussetés. Une tension continue. Voilà ce qu'ils disent. Une tension continue à régner entre les deux communautés. Et nous sommes à 66, mais voyez voir ce qui est passé à 93, les condamnatoires avec le CNDP, tout ce que vous avez vu avec le M23. Vous voyez comment les événements se sont suivis là. Les Congolais craignent d'être écrasés par les Rwandais. Ici, on ne mâche pas les mots. Ces derniers étant majoritaires dans certains territoires. Ce n'était même pas dans tous les territoires. Parce que si on vous dit comment ils sont entrés, vous allez vous étonner. Les Rwandais, eux, demandent la naturalisation congolaise et des droits politiques. Aujourd'hui, ils sont en train de dire à la face du monde qu'ils sont Congolais d'origine. Alors qu'en 66, ils quémandaient la naturalisation. Ils disent ceci. Les différents aspects du problème. Ils parlent comment les Banyarwanda regardent non seulement le Congo, mais aussi le Rwanda. Donc le problème en Rwanda ne regarde pas seulement le Congo, mais aussi le Rwanda. Je vous ai dit ici que la politique du Rwanda, c'est de faire à ce que ses ressortissants aient la double nationalité pour la conquête des terres. Je vous l'ai dit. Les immigrés sont restés des sujets rwandais. Même à l'époque coloniale, nous avions suivi un monsieur qui voulait démontrer un peu ses insuffisances en parlant que déjà, ils avaient la nationalité congolaise, même si une loi existe. Cette loi existe, c'est bien, mais il faut que cette loi soit appliquée. Même si aujourd'hui on dit que tout enfant de 18 ans, donc toute personne de 18 ans a droit à un compte en banque. À ce moment-là, vous avez déjà les comptes. Il faut aller, vous allez remplir la fiche, vous allez payer de frais, tout ça, et en fin de compte, vous aurez votre compte. Mais ici, une loi qui n'a jamais. Si nous parlons par exemple de l'ordonnance loi, pendant que l'ordonnance loi d'abord est contestée par les députés, vous dites que non, on leur avait déjà accordé la nationalité, et on dit en 1960. Alors que la date de 1960, c'est une référence à la souveraineté de notre pays. Mais cette loi-là de 1972, elle dit, est accordée la nationalité congolaise aux ressortissants rwandais avant le 1er janvier 1950. La date, ce n'est pas le 30 juin 1960, mais la date, c'est le 1er janvier 1950. Ce qui était là avant le 1er janvier 1950. Donc, il faut des recensements. Et dans cette même loi, on dit qu'on n'accorde pas cette loi-là, cette faveur-là, aux personnes qui sont déjà rentrées au Rwanda. Donc, il faut comprendre ce que c'est une loi. Donc, quand on dit la loi avait déjà accordé, on accorde à qui? Il faut que la personne soit identifiée. Pour dire que ce soit la loi de 72, 81 et consort,
la loi congolaise a toujours été une loi inexclusive. Donc, quelqu'un qui avait une autre nationalité, il doit faire le choix. Il doit avoir renoncé à sa nationalité de départ. Est-ce que les Rwandais ont fait ça? Est-ce qu'il y a même des dossiers qui ont été constitués pour ça? Et aujourd'hui, on dit ils ont acquis. On va acquérir un droit qu'on n'a même pas joui de ce droit-là. Parce que pour jouir de ce droit, il faut avoir son dossier, il faut avoir répondu à toutes les exigences, notamment, même parce que la loi les demande, même être fidèle au pays. Donc, jusqu'à ce que, parce que la naturalisation, une fois que vous aviez commis des erreurs, on peut vous ravir la nationalité. Nous avons vu même les Français qui avaient la nationalité française, lorsqu'on les a retrouvés être de terroristes, déjà qui ont été naturalisés, on leur avait ravi cette nationalité. Parce que c'est ça. Il y a la condition d'acquisition, de retrait, et puis une autre condition de recouvrement de la nationalité. Donc, la nationalité qu'on avait acquise est une nationalité qu'on ne peut pas croire qu'on peut se comporter n'importe comment et on ne peut pas retirer cette nationalité. Donc, maintenant, quand on parle des aspects maintenant économiques, ça, c'est la conclusion maintenant de ce rapport Taïwan. On dit, aspect économique, on dit, les Belges avaient implanté les Rwandais dans l'est du Congo pour deux raisons. La surpopulation au Rwanda, mise en valeur des régions de l'Est. C'est la deuxième, ici, c'est le deuxième point qui nous intéresse, donc c'est-à-dire la mise en valeur. Ils disent les Rwandais ont mis en valeur des régions qui représentent actuellement pour le pays une ressource importante. Donc ils disent, ils montrent comment, dans d'autres pays, si quelqu'un a acquis une nationalité, et dès qu'il est déjà accepté, au lieu de provoquer des guerres, on se sent déjà congolais. Où est-ce que vraiment on allait trouver des problèmes comme ça? Et ils disent qu'ils ont, économiquement, ils ont été favorables pour les pays. Maintenant, pourrait-on analyser l'activité économique de cette région pour l'évaluation des Rwandais? Il pose une question. Pourrait-on paralyser l'activité économique de cette question pour l'évacuation des Rwandais? Il dit si oui, vers quelles régions pourrait-on les évacuer? Ça sera une opération coûteuse qui nécessitera plusieurs années de réparation. Donc, il fait des propositions. Maintenant, quant aux réfugiés de 1959-1960, la présence de ceux-ci dans la République démocratique du Congo ne présente pas un problème. Et d'ailleurs, nous avions vu qu'en 1995, le HCR et l'OIM les avaient rapatriés dans leur pays. Et comment aujourd'hui, ils peuvent retourner et commencer même à créer des guerres et tuer les gens sur notre pays, et tuer des Congolais sous prétexte qu'on est en train de réclamer une nationalité. Donc, ils résident ici temporairement. Ils sont d'ailleurs peu nombreux. Ils étaient peu nombreux. Et nous, on se dit comment est-ce qu'aujourd'hui, déjà peuvent se dire majoritaires alors qu'ils étaient peu nombreux. Et la plupart parmi eux désirent rentrer chez eux dès que le climat dans leur pays sera favorable. Les organismes internationaux s'occupent de leur sort. Le HCR, l'OIM. Nous vous disons, en 1900, la liste est là. La liste de tous les réfugiés qui ont été retournés au Rwanda en 1995. Maintenant, sur le plan politique maintenant, voilà ce que la Commission dit. Sur le plan politique intérieur, la naturalisation massive des Rwandais aura comme conséquence l'élimination politique de la minorité congolaise par l'ethnie rwandaise Rutshuru et Masisi. Donc c'était un danger. Chapitre 5, ils disent les cartes des territoires avec les emplacements. Donc, pour la commission, on avait dit, c'est vrai, ces gens-ci, sur le plan économique, c'est une bonne chose, mais sur le plan politique, voilà, c'est là où se trouve la crainte. Est-ce que le Congolais, maintenant, dans son pays, aujourd'hui, on compte combien de millions de Congolais tués? À cause d'une question comme ça, les gens qui sont venus dans le pays, qu'on a accueillis dans le pays, aujourd'hui, ils sont en train de massacrer les gens, ils prennent les armes, alors, et pourtant, pour la seule raison ici, d'avoir pris les armes, tué des Congolais, on n'a plus de raison, on ne peut même plus réclamer quoi que ce soit. Parce que déjà, ils ont trahi l'hospitalité qui les avait amenés dans notre pays. Donc, ici, nous disons que
le Kanyarwanda n'était pas le massacre des Rwandais, jamais. Mais c'était une guerre comme le M23, le CNDP, ils ont commencé comme ça. Et à l'époque, il y avait au moins un premier ministre qui était donc un gouvernement responsable. On est allé mettre fin à cette situation et on n'a plus connu de guerre. Mais lorsque, avec le coup d'État de Mobutu, sans savoir de quoi il s'agit, il ramène toute la situation. On parle d'un pays pacifié, alors que le pays était rongé de dedans. Il prend le Bisengimana, qui était un réfugié rwandais. Il fait de lui directeur de cabinet. Avec Bisengimana, il amène une loi controverse. 2, il fait une nationalisation des biens des Belges. Et quand je vois maintenant la haine que portent les Tutsis envers les Belges, nous comprenons pourquoi Abiyarimana avait demandé, donc Bisengimana avait demandé à Mobutu de naturaliser les biens des Belges. Donc c'était une vengeance. Et les Belges ne comprennent pas. Au lieu de protéger les Congolais qu'ils ont protégés depuis longtemps, maintenant la Belgique reste là. L'Allemagne, je vis celui qui introduisait la conférence, c'était un Allemand. Un Allemand vient. Parce qu'eux, ils ont compris que, en tout cas, c'était leur prétectorat, le Rwanda-Urundi. Mais la Belgique ne veut même pas sentir que le Congo était sa colonie et qu'elle doit défendre le Congo. Donc, ici, je vais maintenant passer par le dernier point. Et je voudrais vraiment que l'attention soit aussi la même depuis que j'ai commencé. Vous allez vraiment m'excuser d'avoir choisi cette méthodologie. Parce que je ne voudrais pas qu'on me dise ici que non, ce que j'ai dit est faux. Ici, nous avons un document. Ce document ici est du 7 novembre 1940 de l'administrateur du territoire Collinet, transmise la lettre en question au district par le numéro, la date est là. Je pense qu'on peut faire ça. Celui qui va chercher à savoir, il va comprendre que c'est un document qui date d'antan. Ce document ici, le docteur Rossamanzi a parlé de la chefferie de Guichard. Je vais lui dire comment est-ce que cette chefferie n'a jamais été une chefferie qui existait avant. C'est une chefferie qui a été créée, on a fait des études, et ces études-là dépendaient du nombre de réfugiés, d'immigrés qu'on allait prendre. Et maintenant, ici, on nous dit que, quand on dit Bideri était le chef, d'ailleurs, le monsieur avait dit qu'il avait même vu la reine mère de Kishadi, Namulisi. Lui, il va dire Nyera Maurice. Le chef Bideri, originaire du territoire de Kibunga, et ses principaux notables, Lulihindika Kisenyi, Balinda Ruhengeri, Kilomba Nyanza Rwanda, Kanyuvi Kisenyi, Kwano Ruhengeri, Luhikira Kibungo, Biteta, fils de Shemugeshe d'Aristrida, Cheruvumba Shangugu et Gagango Kigali sont unanimes à demander le maintien du poste administratif à Nyamitaba. Nous avons ces documents ici. Tous ces gens, c'était des Rwandais. Et on montre même là où ils sont sortis. Des uns à Ruhengeri, d'autres jusqu'à Kigali. Le document est là. Je voudrais que là aussi, vous, le caméraman, considère ça d'abord. Là où il y a la liste des personnes, là. OK. Et si une photo pouvait même être prise à cet endroit. Là, c'est signé les commissaires des districts assistants Marmite. Marmite. Signé. Voilà.
le problème des Nyamitaba, les problèmes d'immigration, ce sont des choses, ce sont des faits. Ici, on ne raconte pas des choses. Ici, on ne dit pas, oh voilà, il y avait des fermes parce que c'était des éleveurs, on élevait où? On ne pouvait pas ici raconter que les Belges se disputaient les terres avec les Tutsis. Ils vont se disputer ces terres comment? Parce que les Tutsis n'étaient pas sur le territoire congolais. Là, vraiment, il faut que les choses soient dites telles quelles. Donc, ici, nous avons un autre document sur le Guichard. Donc, on ne peut pas ici nous dire que Guichari était une chefferie des Tutsis qu'on avait supprimée par après. Ici, on a supprimé cette chefferie parce que c'est le Mwami Kalinda qui est allé dire que non. Parce que le jour où on créa cette chefferie, Mwami Kalinda a été déjà arrêté. Il était arrêté et lorsqu'il revient, il trouve déjà la situation comme ça et on lui remet de l'argent. Il dit, moi je ne peux pas vendre mes terres. Et il a remis ça à la comptabilité ou à l'administration. Maintenant, pour vous dire qu'il y a toujours eu les soucis des Congolais. Les soucis des Congolais sur la présence des immigrés. Voilà ici, l'administrateur du territoire de Massis écrit au Mwami Petro de Bachar Kael. Il dit, sur demande du notable Petro, sous-chef de groupement Bachari Mukoto, j'ai sous-signé Henri, là vraiment c'est un peu de... Henri, j'ai sous-signé administrateur du territoire de Massissi, certifie qu'il a été donné l'assurance formelle aux indigènes du groupement Bachari Mukoto qu'en aucun cas ils ne seront mis sous la dépendance des chefs Banyarwanda. Même si une immigration Banyarwanda à grand style est envisagée vers le groupement Wachari Mukoto, fait à Massissi le 15-12-1947, sur demande du notable Petro. Tout ceci, c'était pour rassurer les gens. Parce que vraiment, avec tout ça, c'était un danger presque public aux autochtones. La manière dont on a mené les populations rwandaises sur le territoire de Baoundé. Et là, nous insistons, il n'y a que le territoire de Baoundé où on avait amené les gens comme ça. Aucun autre territoire, sauf le territoire de Baoundé. Ici, le même administrateur écrit maintenant en Swahili. Il dit Barua kwa Petro, grand notable Wachari Mukoto. Ninawapa Wanyarwanda wanaofika katika nchi yako ruhusa ya kupanda kila mtu shamba yake ya migomba ya pombe. L'administrateur du territoire Michel. Et on envoie ça au chef. Ça c'est en Swahili. J'aimerais vraiment que on aide ceux qui ne comprennent pas le Swahili, ce qu'on a dit ici. Donc c'est l'administrateur qui écrit au grand notable Wachari Mukoto qu'il lui envoie des Rwandais pour dans son pays pour qu'il cultive des champs de bananeraie. Surtout qui servent à produire la bière. Chez nous, on appelle ça K6. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que l'immigration n'a pas été une chose souhaitée par les Congolais. J'ai suivi que le docteur Rossamanzi parlait de Bukumu. Et il a dit que non, on est allé chercher des étrangers pour les amener là-bas et on a pourchassé les chefs coutumiers rwandophones, donc les Tutsis qui étaient là. Moi, j'ai ici un document. J'ai un document ici qui date de Monigui, d'ailleurs c'est le 28 août 1970. Ça c'est le chef de collectivité de Bukumu, hein, donc là à Monigui, qui a signé ce document. Voilà, il y a des noms, toute une liste, il y a des noms.
Maintenant, je vais résumer tout simplement en disant, tous ces noms ici, on nous dit quand est-ce qu'ils sont arrivés au Bokoum. Les dates sont là. Il y a 1920, 1920, 1920, 1925, 1952. Donc, on donne les dates 1930. Quand Monseigneur Kajika reconnaît que les Bokoum ont reçu ses premiers migrants rwandais au même moment que les Wisha, ceci confirme ce que nous avions dit. Et c'est le Mwami lui-même qui donne même les dates. Quand est-ce que ces gens arrivaient dans sa collectivité. Une fois arrivés, il n'y a personne qui les a contestés, quoi que ce soit. Mais curieusement, lorsque les gens qui sont arrivés comme ça commencent à dire que là où ils ont été accueillis, ça faisait partie du Rwanda. Ça, on peut les qualifier de quel Congolais? Vous luttez contre votre propre pays si vous étiez vraiment un Congolais. Comment le docteur Osamanzi peut se sentir plus rwandais que Congolais s'il était effectivement Congolais? Pourquoi? Et on dit comment ces gens sont arrivés. Lui, s'il ne savait pas cette histoire, si on lui avait raconté à partir de ses parents que ça nous appartenait, au moins scientifiquement parlant, il peut découvrir que ce n'est pas vrai. Ils ont été accueillis chez nous. Voilà comment. Il y a même des dossiers ici, des dossiers Bissoukiro. Quand on nous dit, voilà, ils étaient à la table ronde. Ici, il y avait une motion de censure contre Bissoukiro. Que la Chambre complète la décision déjà prise à l'Assemblée provinciale de la province du Kivu, privant à des Banyarwanda l'exercice des droits politiques, les Congolais n'étant pas électeurs et éligibles chez eux. Ça, c'est un document. Voilà. Et il y a eu même une décision. C'était signé par une ordonnance lorsque Bissoukiro avait déposé sa démission. C'est écrit ici, ordonnance numéro 56 du 28 avril 1962. À 62, Bissoukiro, on les traitait déjà des Rwandais. Ce n'est pas nous qui le faisons aujourd'hui. À 62, il y avait une décision de l'Assemblée provinciale qui avait décidé sur lui. Maintenant, quand les gens croient que, avec le temps, on peut effacer le passé. Mais ils se trompent parce qu'on dit que chasser le naturel, vous revient au galop. Il faut que vraiment les gens comprennent que les Congolais n'ont pas une haine contre les rwandophones. S'ils veulent vivre avec nous, d'ailleurs ils sont avec nous. Ils n'ont jamais été en dehors de nous. Mais pourquoi ils doivent nous tuer? Parce qu'ils veulent rester seuls maintenant dans notre pays. Pourquoi maintenant ils suivent la politique du Rwanda au lieu d'être des Congolais? Est-ce que le Rwanda, aujourd'hui, si aujourd'hui il coupait les cordons comme ça, ils disent non, nous sommes des Congolais, qui peut avoir des problèmes avec eux? Qui a créé les guerres là chez nous? Qui ont commencé à massacrer les gens là chez nous? C'est quand vous voyez Magrivi en 1973. On dit que non, il y a le fameux, je ne sais pas si il a appris l'histoire dans quelle université. Il dit non. Voilà, on a massacré en 93. Il ne sait pas que ce sont les Rwandais qui ont créé ça. Avec le DCF de Sekimonyo. DCN, ça doit être DCN ou tout ça, de Sekimonyo. La Magrivi, de Nyabirungu, le fameux professeur qui est là. Tout ça, on a créé tout ça. Les Congolais ont subi. C'est comme par exemple lorsque le CNDP est venu. Est-ce que le CNDP est venu combattre le Houndé? Il est venu avec sa force et il a dit non, c'est contre le gouvernement. C'était la même chose avec le Kanyarwanda. Le Kanyarwanda avait d'abord, donc le Rwandais s'était soulevé contre le pouvoir coutumier, contre l'administration. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Maintenant, quand l'administration vient pour mettre de l'ordre, on dit que non, on a massacré les Rwandais. Pourquoi après avoir maîtrisé ce qui était instigateur? Les uns sont partis au Rwanda, donc les immigrés. Les autres, on les a amenés en Tanzanie. Pourquoi les gens sont restés avec les mêmes immigrés? On est resté avec les immigrés, avec les réfugiés. Il n'y avait pas de problème. Parce qu'il y avait des instigateurs qu'on avait maîtrisés. Et comment des gens qui massacraient les autres, lorsqu'on les maîtrise, on crie que voilà, c'était pour massacrer les Rwandais. Donc on ne peut pas tromper tout le monde.
Hein? Donc il y a des gens qui connaissent l'histoire de ce pays au point qu'on ne peut même pas lui dire, prouver comme ça. On a vécu des choses. Nous, dans notre enfance, nous avions vécu avec des immigrés, avec des réfugiés. On n'a jamais eu cette animosité ici. Mais si ce n'est pas cette politique du Rwanda, surtout leurs apôtres là, qui veulent que le Congo soit annexé, le Kivu soit annexé, ou bien que le Congo, on crée des histoires là-bas, mais on resterait en paix dans notre pays. Pourquoi ils cherchent trop des choses alors qu'ils sont déjà dans le pays? Si vous voyez un peu l'armée ici, combien il y a des officiers rwandais là-dedans? Alors que moi, ma communauté, on n'a même pas peut-être deux. Vous voyez des choses comme ça. Il y a d'autres communautés qui n'ont même pas des colonels. Mais eux, ils ont combien? Mais ils continuent à se lamenter. Ils se lamentent de quoi? Donc ils veulent dominer les autres. Parce qu'en 1962 déjà, on avait découvert un plan aussi sur la domination du Kivu. Et donc vous voulez dominer les autres et les autres se taisent, ils ne doivent rien dire. Non. Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous demandons d'ailleurs à notre gouvernement d'initier une vraie conférence, là où la Belgique, l'Allemagne et même les Anglais seront témoins, pour que nous démontrions comment est-ce qu'il n'existait même pas un Rwandais sur le territoire congolais lorsqu'on traçait la frontière, parce que c'est l'élément rwandais qui déterminait même cette frontière-là. Et que maintenant on vienne nous dire le contraire. Voilà, je pense que je peux terminer là, et je demande à ceux qui vont faire le travail là-bas, ils tiennent compte de tout ce que nous avions dit. Nous avons ces éléments-là. Nous ne sommes pas en train de raconter l'histoire de Niramurissi. D'ailleurs, c'est ce que le docteur Rossamanzi disait. Lui qui est né à, je ne sais pas, à 50 combien, il dit qu'à 54, il avait vu la reine Namulissi. Or, Namulissi est arrière-mère de Mwami Bachar, qui est plus âgé même que le fameux docteur Rossamanzi. Il dit Namulissi, mère de Moulissi, Moulissi, père de Mukoto, Mukoto de Nyanguba. Nyanguba, c'est le père de Mwami Bachar. Et aujourd'hui, vous dites, vous, un garçon qui est né, je ne sais pas, à 50 combien, vous dites que vous aviez vu, et il s'est présenté devant, il s'est présenté devant Mouchanayangi, quelqu'un qui est venu, on l'a ramené du Rwanda pour qu'il soit le chef dans la chefferie du Guicha. Il dit qu'il a vu une reine, et il prononce ça de sa manière, Niramurissi. Comme par exemple le Nirabongo. Moi, j'ai le document ici. Les documents ici, d'ailleurs, je vais terminer par là. Les documents où on parle de la convention. La convention ici. Vraiment, je voudrais qu'on retienne ça. Je veux qu'on prenne la caméra et prenez là où j'ai souligné ici. Quel est le nom qui est là? Ninaongo. C'est un document de 1910. Mais lorsqu'on déforme le nom de Houndé, on dit que non, tout ce que nous avons, relief et tout ça, c'est en consonance kinyarwanda. Non, ce sont des noms Houndé que vous aviez mal prononcés ou intentionnellement mal prononcés. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Si on parle par exemple de Kibachiro, là où on préparait les pirogues, les choses que nos parents qui faisaient, on appelait ça Kibachiro. Mais le Rwandais appelle ça quoi? Kibarizo. Est-ce que c'est devenu maintenant, parce qu'ils ont prononcé ça de la manière de Rwandais, que maintenant l'endroit est devenu rwandophone? Non, ce sont des terres de Baoundé, il faut qu'on se respecte comme ça. Et les Baoundés ne chassent personne. Mais si on veut que les Congolais n'aient plus de terres dans ce pays, hein, voilà quand on vous dit que le gouvernement doit résoudre ce problème. Il doit le résoudre parce que c'est un problème très sérieux. J'ai dit et je vous remercie. Je disais bien que c'est en 1916 que la Belgique a commencé à administrer le Rwanda-Urundi. Parce qu'avant cela, le Rwanda-Urundi était protectorat allemand. Maintenant, voilà ce qui est écrit concernant le Rwanda-Urundi. Là, je vous ai parlé de la province du Nord Kivu. Maintenant, ici, nous sommes au Rwanda-Urundi, on nous dit ceci. Au Rwanda-Urundi, les Batutsi et les Bahutu, appelés Wanyarwanda au Rwanda,
et Warundi dans l'Urundi, les Bahutu appelés Banyarwanda au Rwanda et Barundi au Burundi, et les Batwa parlent actuellement les langues bantoues. Vous voyez très bien qu'ici, on avait catégorisé. On parlait des Nande, des Hunde, des Nyanga, des Havu, des Chi, dans la partie du Kivu. Mais lorsqu'on parle du Rwanda-Urundi, ici on parle de Watusi, Bahutu et les Batwa. Je pense que là, c'est ça commentaire. Le document, vous pouvez encore revoir l'endroit. Vous pouvez revoir l'endroit. Même si on fixait, vous allez dire ce que je viens de dire ici. Maintenant, après ces documents, je vous ai bien dit que les Congo, lors du tracé de la frontière, lors du tracé de cette frontière-là, Est, c'est l'élément rwandais qui avait déterminé la manière de faire la frontière, donc de mettre la frontière. Il fallait coûte que coûte que tous les Rwandais se retrouvent dans la partie du Rwanda-Burundi. Maintenant, en 1911, pendant que on venait déjà de terminer le problème de la fixation de la frontière, Van der Hood va citer maintenant les tribus qui sont restées au Kivu. Et dans ces tribus-là, on ne cite pas les Hutus, on ne cite pas les Tutsis. Mais c'est seulement après, et là je vais encore montrer un autre document, parce que les gens, lorsqu'on parle de la majorité, les gens ne veulent pas dire la vérité. La majorité sur quoi? Nous avons ici le document sur la transplantation de Banyarwanda. Vous pouvez tirer vraiment tout près et vous allez voir que ce document ici est véritable. Ok. Donc, ce document est un document qui a été écrit par M. Spitels. C'était le commissaire de district et celui qui était chargé de la mission d'immigration des Banyarwanda. Ici, on n'avait pas organisé une mission d'immigration des Bahutu ou une mission d'immigration des Batusi. On ne parle pas de réfugiés Tutsi ou de réfugiés Hutu, on parle de réfugiés rwandais. C'est comme aujourd'hui, par exemple, nous savons qu'en Belgique, il existe le wallon et le flamand. Mais ils sont wallons et flamands en Belgique. Mais une fois sortis de la Belgique, ils ne sont plus wallons ni flamands. Ils sont seulement et uniquement belges. Et c'est la même chose. Même s'ils étaient Hutus, même s'ils étaient Tutsis, lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire congolais, ils sont rwandais et non pas Hutus ni Tutsis. C'est comme ça que les immigrés, les réfugiés ne peuvent pas venir créer une tribu au Congo alors que cette tribu-là n'existait pas sur le territoire congolais. Là, c'est une réalité. Et je voudrais que les scientifiques nous disent comment des immigrés, comme par exemple, s'il y a beaucoup de Balouba en Belgique, aujourd'hui qu'on parle d'une tribu Balouba en Belgique, ce sont des Congolais. Même s'ils sont des Balouba, ils ne sont pas Balouba là-bas. Même s'ils sont des Baoundé à l'extérieur, ils ne seront pas Baoundé, ils seront des Congolais. Donc là, ce qu'on nous a amené ici pour créer cette fausse majorité, pour dire que les immigrés, pour dire que les réfugiés que nous avions accueillis sur notre territoire, ils commencent à nous minoriser sur notre territoire. Là, c'est une erreur terrible que nous voulons aujourd'hui corriger. Ici, nous venons de montrer qu'il a effectivement existé le mouvement d'immigration des Banyarwanda. Donc, en suivant attentivement le docteur Rosamanzi, à partir de Kinshasa, il n'a pas voulu entrer dans les détails. Pour lui, la question était connue. Et moi, je me dis, si la question était connue, peut-être elle ne poserait pas autant de problèmes. Il y a des expressions qui disent que le diable se cache dans les détails. Lorsque vous ne voulez pas comprendre la chose, vous citez par exemple la Convention de 1910, et vous ne dites rien à ce qui concerne le contenu. Vous voyez comment on peut spéculer autour et on ne saura pas exactement de quoi il s'agit. Or, c'est dans ces détails-là
de la Convention de 1910 qu'on démontre comment est-ce que la communauté, donc les indigènes du sultan du Rwanda, ne sont pas restés au Congo. Au contraire, ils sont allés dans la partie du Rwanda-Burundi. C'est là où il y a le nœud du problème. Et lorsque nous allons expliquer ça, je pense que tout ce que le docteur Rossamanzi a raconté, en tout cas tout le monde comprendra que c'est exactement, ce sont des fables. Il se créait une situation. D'abord, il vous dit que c'est un expert, donc il a cherché par tous les moyens comment marier les événements avec la situation des Tutsis. Ici, là où je me trouve, je vais présenter, je voudrais que la caméra vraiment essaye de montrer les documents que je suis en train de présenter ici. Donc la caméra, s'il vous plaît, voyez-moi ce document. Ça, ces documents ici, vous pouvez suivre un peu, hein? Vous pouvez même déplacer. Ici, nous avons la convention entre la Belgique et l'Allemagne. Convention entre la Belgique et l'Allemagne. Je vais vous dire ce qui est écrit dans cette convention. Après cette convention, nous avons une autre convention. Là, j'ai bien dit, entre le Congo belge, donc la Belgique et l'Allemagne. Et la deuxième convention, elle est là, vous voyez que je viens de tourner les pages, c'est maintenant la convention entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Donc, la Belgique et la Grande-Bretagne. Deux conventions. Souvent, on dit qu'il existe une convention. Non, ce sont deux conventions. Une qui concernait notre pays, c'est-à-dire la Belgique et l'Allemagne, et une autre entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Maintenant, pourquoi il y a eu cette convention? Il y a eu ces deux conventions parce qu'il existait déjà deux problèmes. Et les deux problèmes concernaient quoi? Ça concernait un territoire, le territoire neutre qu'on avait défini entre le Congo et l'Ouganda, et un territoire qu'on appelait territoire contesté. Donc la zone neutre au nord et le territoire contesté entre le Congo et le Rwanda-Burundi. Maintenant, il fallait résoudre ce problème. Et c'est là où nous avons cette convention ici, parce que les délégations de la Belgique, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne se sont retrouvées autour d'une table pour trouver effectivement la solution sur cette question de conflit. Et maintenant, pour que les gens comprennent ce qu'il y a là, nous allons montrer là où les gens ne veulent pas comprendre, c'est lorsqu'on parle maintenant des critères. Lorsqu'ils se sont retrouvés en Belgique, les trois délégations se sont mises d'accord pour qu'ils trouvent des solutions. Et ces solutions-là devraient être vraiment pour départager tout le monde. On devrait trouver des critères qui sont objectifs et que personne ne pourra plus contester. C'est là où maintenant on avait retenu le critère des unités politiques indigènes. Donc le respect des unités politiques indigènes. Le respect des espaces ethnographiques et enfin le respect des accidents géographiques. Oui, c'est vrai que le docteur Rossamanzi avait dit que cette frontière n'avait pas tenu compte de populations qui se trouvaient sur terrain. C'est là où il y a l'intrigue. Parce que dans cette convention, on nous montre très bien que ce n'était pas le cas de l'écartement qui aurait fait effet de séparer les établissements indigènes du territoire allemand, que l'éloignement des 500 mètres du dit chemin ne pourra en principe être dépassé. Donc, on devrait coûte que coûte respecter que les indigènes du sultan du Rwanda, parce que c'est là où il y avait le problème, c'était l'élément déterminant pour que la frontière soit obtenue. Donc j'ai parlé des deux conventions. Et ces deux conventions, c'était pour déterminer la frontière entre le Rwanda-Burundi, l'Ouganda,
par rapport au Congo. Les deux conventions. Dans ces deux conventions, je vous ai démontré comment est-ce que les Hutus, Tutsis et même Etwa ne pouvaient plus se retrouver sur le territoire de la République démocratique du Congo, parce que c'était d'ailleurs le critère qui voulait que ces gens-là se retrouvent uniquement dans la partie du Rwanda-Urundi et même de l'Ouganda. Donc, au Congo, à partir de 1910, lorsqu'on trace la frontière, c'est normal qu'on ne pouvait pas aller créer une chefferie de Batusi au Congo alors qu'il n'existait pas. J'ai entendu cette question du docteur Osama pour dire c'est l'unique ethnie qui n'a pas de chefferie. Mais c'est normal. Même celle qu'on parle de Bahutu, tout le monde le sait. Quand est-ce que ça a été créé? Ce sont les missionnaires qui ont demandé à ce que Ndeze soit nommé. Il a été nommé à la tête de groupements de Baoundé. Et d'ailleurs, si beaucoup de gens ne veulent pas faire des recherches, il y a un monseigneur, un rwandophone de surcroît, qui avait écrit sur Rutshuru, lorsqu'il avait dit que les Bukumu, d'ailleurs je vais y arriver lorsque nous allons commencer à répondre sur les questions que le docteur Samanzi posait, les Bukumu reçut ce premier migrant, là on ne parle même pas d'immigrés. L'interruption, nous disons que ce monseigneur-là, qui s'appelait Kajiga, avait lui-même reconnu que le Bukumu, Bwisha, si on parle de Bukumu, c'est toute la partie de Goma. Bwisha, aujourd'hui, là où on parle de territoire de Bahutu, lui-même reconnaît que c'était des territoires de Baoundé. Voilà ce qu'il dit. Les Bukumu récit ce premier migrant rwandais au même moment que les Bwisha. Ces super nombreux adoptèrent les coutumes de Houndé autochtones. Là, c'est sans faute. Nous allons revenir sur la citation du Monseigneur Kajiga. Monseigneur Kajiga dit ceci. Les Bukumu reçus ces premiers migrants rwandais au même moment que les Bwisha. Ceux-ci peu nombreux adoptèrent les coutumes de Houndé autochtones. Donc, personne ne peut nier que le territoire de Rutshuru, tout le territoire de Rutshuru, parce que dans l'autre partie, c'est le Bwito. Et tout le monde sait très bien que le Bwito est habité par les Houndé, que Bwito, avec les chefs coutumiers, tous sont Houndé. Et même les groupements qui sont là dans les Bwisha, les Kadogo, les Kamiro, tout ça, ce sont des Houndé. Donc, qu'on ne cherche pas de midi à 14h pour dire de n'importe comment sur cette partie du territoire. Maintenant, parce que nous vous avions dit que le Congo avait reçu des immigrés, et tout le monde l'a constaté avec les documents que j'ai présentés. Tous ceux-là sont arrivés, et dans ces documents, bon, maintenant quand j'ai parlé de l'immigration, je vais tout simplement vous envoyer dans ces documents. C'était Spittels qui avait écrit dans un télégramme. Ce document est là. Télégramme. Voilà. Dans ce télégramme, ok. Dans ce télégramme, je vais tout simplement vous montrer une page, la page 2. Là où le chef de cette mission décrit le résultat de la première phase de l'immigration. Et il dit ceci. De 1937 à 1939, 1717 immigrants installés. 1940, 1453 immigrants installés. 1941, 1931 immigrants installés. 1942, 2169 immigrants installés. 1943, 3718 migrants et immigrants installés. Et en 1945, 6173. Donc ça, c'est 73 immigrants installés. Et au total, à partir de 1937 à 1945, on nous dit ce sont 23 211 immigrants installés. Ça, c'était
une phase. Maintenant, quand nous posons la question, ces immigrés sont entrés au Congo, tout le monde le sait. Comment tous ces gens ici, il y a même des chefs qui prétendent être des chefs coutumiers, qui disent que non, Massissi, Rutshuru, Goma, les Hutus sont majoritaires. Ils sont majoritaires par rapport à quoi? Tous ces migrants, ils ont transformé ça en Hutus, alors que nous savons très bien qu'ils sont entrés au Congo comme immigrants rwandais. C'était des immigrés rwandais. Donc quand on veut présenter la chose, vous allez voir maintenant là où nous comprenons la tactique, c'est que pour le Rwanda, là je vais citer même le journal, c'était le journal Afrique Avance, là où les autorités rwandaises disent exactement ceci. Les Rwandais devraient envisager de mettre ces citoyens dans des conditions même de double nationalité soient acceptées. Ceci permettrait aux Rwandais de conquérir de nouveaux espaces dans ce monde où le meilleur doit gagner. Donc nous sommes condamnés que les autres s'organisent pour venir conquérir nos terres. C'est là où les Congolais doivent comprendre que nous devons avoir aussi des dirigeants qui comprennent les soucis et les difficultés de nos populations. Voilà aujourd'hui comment nous venons d'expliquer comment aujourd'hui on peut parler des Banyarwanda qui se trouveraient déjà sur notre territoire. Je passe pour les monarques du Rwanda, il fallait coûte que coûte conserver et l'espace et la population du royaume du Rwanda. C'est-à-dire que lorsque ces délégations s'étaient mises d'accord pour que les trois critères soient respectés, il y avait cela parce que pour le Congo, c'était la carte d'abord de l'État indépendant du Congo. Lorsque le Congo, la Belgique a amené cette carte, il y a eu contestation de la part de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Et c'est comme ça qu'on avait créé les deux zones. Voilà, en résumé, c'est ça. Et maintenant, pour résoudre ce problème, on s'est dit maintenant, nous allons respecter le critère ici après. 1. Le respect des unités politiques indigènes, le respect des espaces ethnographiques et le respect des accidents géographiques. Donc, en cela, les deux critères étaient pour qu'on respecte d'abord la première chose, il fallait coûte que coûte que toute la population du royaume du Rwanda ne se trouve pas à l'extérieur de ce royaume-là. La deuxième condition, il fallait que l'espace, c'est pourquoi on a dit le respect de l'espace ethnographique, c'est-à-dire là où il y avait les troupeaux, là où on allait paître le troupeau, disons, et là où on allait puiser de l'eau. Tout ça, c'était l'espace de ces populations-là qu'on devrait respecter. Et c'est ce qui a mené qu'une fois, après avoir respecté ces deux conditions, on est allé directement sur terrain. Et sur terrain, on a constaté qu'il y avait, et c'est là où la même convention démontre qu'il y avait une disposition de la convention qui stipule que les habitants, dans un rayon de 10 km, devraient être transportés et aller sur le territoire allemand. Donc on ne devrait même pas laisser un seul Rwandais en dehors du territoire rwandais. C'est comme ça que, directement, il y a eu cette disposition pour que celui qui pourrait se trouver en dehors de cette frontière soit transporté sur le territoire allemand. Et cela a été fait. Maintenant, pour que cela soit mis en application, Van de Hood, ça c'est dans la publication numéro 3. Là, beaucoup de gens ne veulent pas considérer ça. Ça, ce sont des publications, c'est-à-dire des archives. Des archives. Maintenant, la publication numéro 3, là, on peut facilement voir, j'ai pris la page ici, où là où on lit. La publication numéro 3 des archives du Congo belge relative à l'ancien district du Kivu se compose des introductions historiques, d'un inventaire d'archives et d'un recueil de documents inédits et d'un index des noms. Quand vous voyez maintenant dans ce document, la publication numéro 3, c'est là où on dit sur le Kivu que l'habitat du Kivu, donc le Kivu est l'habitat des tribus ci-après.
Et lorsqu'on cite les tribus, on ne cite pas les tribus Banyarwanda, parce que ceux-ci étaient déjà restés dans la partie du Rwanda. C'est là où maintenant, je vais encore montrer ce document ici. Ça, c'est un ouvrage de messieurs Michels et Laut. Vous voyez très bien, je montre bien, c'est un document ancien. Ce ne sont pas des documents créés parce qu'il y a un conflit quelconque. Ici, c'était des documents qui étaient déjà écrits avant qu'il n'existe même de contestation. Dans ces documents, je vais vraiment y aller très vite. Vous voyez maintenant, dans ces documents, il y a même des photos. Dans ces documents, on parle des Bantous. Des Bantous. Quand on parle des Bantous, on montre la partie qui nous intéresse ici. C'est là où on parle de la région de Lac Albert et Édouard. C'est-à-dire, dans la région de Lac Édouard, je vais lire parce que je ne veux pas qu'il y ait des commentaires autour de ce que je suis en train de dire. Pour qu'on ne dise pas que moi j'ai été comme les autres qui ont créé des histoires. Voilà ce qui est écrit ici. C'est à la page 68 de ce document de notre colonie. La région des lacs Albert et Édouard sont installés les Banyari, ouest du lac Albert, les Babira et les Bakumu, confluents de l'Oualaba et de la Loa, et les contreforts de Rwenzori, auxquels sont apparentés les Walengela, chasseurs et agriculteurs. Ils cultivent la banane, le froment, le sorgho et le manioc. Dans les mêmes régions se rencontrent les Banande. Là, nous sommes maintenant dans la partie du Nord Kivu. Se rencontrent les Banande à l'ouest du lac Édouard, les Wanyanga, sud-ouest du lac Édouard, et les Bahunde, Massissi, et les Bahavu, Kalehe, sud du lac Édouard, et le nord-ouest du lac Kivu. Les Banande ont des plantations de café. Voilà comment ces gens montrent très bien que dans la partie là, de la province du Nord Kivu, voici le peuple qui était juste le long de la frontière. On ne montre pas d'autres personnes. Et maintenant, quand vous passez maintenant, ça c'est à la page 68. Maintenant, vous arrivez à la page 70. On pourra dire page 70. Voilà ce qui est dit. On dit au Rwanda-Urundi. Parce qu'ici, il ne faut pas croire qu'on avait oublié le Rwanda-Urundi. Parce que le Congo avait administré le Rwanda-Urundi à partir de 1916. Avant cela, le Rwanda-Urundi appartenait à l'Allemagne. C'est seulement après la guerre, lorsque l'Allemagne a été vaincue, qu'on avait confié le Rwanda-Urundi à la Belgique.